Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier hebdo du DD de 2012. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation électrique. Il fait froid, il fait nuit, c'est l'hiver, elle a donc tendance à augmenter. Comment ces risques de pic de consommation sont-ils anticipés et gérés par les professionnels de l'électricité? Nous nous rendrons au centre de dispatching de Réseau Transport Électricité. C'est de là qu'on peut surveiller tout le réseau électrique de l'Est de la France. Nous vous donnerons également quelques conseils pour réduire votre facture d'électricité en hiver. Et nous découvrirons le puits canadien, un système écologique permettant de mieux ventiler sa maison et donc de réduire le recours au chauffage. Mais tout de suite, un petit sujet d'actualité, comment vous débarrasser de votre sapin de Noël? Après avoir trôné fièrement dans nos salons, beaucoup de rois des forêts finissent sur les trottoirs. Et pour cela, ça sent un peu le sapin. Ils peuvent pourtant avoir une seconde vie. Les prévoyants auront acheté des sapins avec racines qui se replantent. Pour les autres, direction les bacs à déchets verts dans les déchetteries. Pour nous, l'objectif, c'est de valoriser la matière plutôt que de l'incinérer. L'incinération, pour nous, c'est le traitement ultime, on va dire. Tout ce qui peut être revalorisé autrement avant d'être incinéré, c'est plutôt une bonne chose. L'incinération nous permet de produire de l'énergie, mais ce n'est pas de la valorisation matière, quoi. C'est de la valorisation énergétique. Et on préfère privilégier dans un premier temps la valorisation matière. Donc en fait, les sapins qui sont récupérés en déchetterie, comme ceux que vous voyez derrière moi, arrivent en fait au centre de compostage où ils feront l'objet d'un process de compost et pourront retourner à la terre par le biais d'amendements, quoi. Les sapins sont priés de se délester de leur décoration. Attention également au sac à sapin. Et il faut, pour que tout se déroule bien, que ce sac soit compostable. Donc en général, c'est marqué sur l'emballage ou sur le sac, c'est parce qu'on n'enlèvera pas le sac du sapin sur le centre de traitement. Et donc ce sac va passer dans le process. Depuis quelques années, des associations de la région strasbourgeoise organisent à leur tour des collectes. Les sapins sont ensuite acheminés par la ville jusqu'au centre de compostage. Cette opération collecte sapin existe depuis 2009. Elle a démarré à Neudorf. Nous avions fait 2 bennes de ramassage et puis l'année dernière, comme dit, nous avons fait 971 sapins, c'est-à-dire 9 bennes. Et dépasser le chiffre 2000, c'est vraiment dans nos objectifs. Et en prime, pour chaque sapin déposé au Neudorf, 1 € sera reversé aux associations du quartier. On démarre l'année dans un endroit assez stratégique en termes de gestion de surveillance du réseau d'électricité. Patrick Bortoli, vous êtes directeur du réseau transport électricité, donc RTE pour l'Est de la France. Est-ce que vous pouvez me dire ici, qu'est-ce qui se passe, où on est? Oui, bonjour. Effectivement, vous êtes à réseau de transport d'électricité au dispatching régional, donc où on gère en temps réel l'équilibre entre, je dirais, l'ensemble des flux électriques et notamment on surveille en constant l'équilibre entre la production et la consommation. Donc on couvre le grand est de la France, savoir 4 régions administratives et demie, dont l'Alsace. Alors cet équilibre entre consommation et production, en hiver, est-ce qu'il est mis à mal en général ? Généralement, chaque année, on va vérifier par avance que justement, on saura passer l'hiver dans des conditions acceptables. On a une très belle base statistique qui nous permet, en regardant l'historique des dernières années et en intégrant les évolutions en termes d'usage de l'électricité, de connaître à des températures qu'on dit normales, quels vont être les besoins. Et après, ce que l'on fait, on travaille avec Météo France et en fonction, je dirais, de vagues de froid plus ou moins importantes, on va corriger les effets de la température sur la consommation d'électricité. Et effectivement, 1 degré en température de moins, c'est en France 2300 MW de consommation en plus. L'impact est très important. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un suivi très fin et une vision la plus sûre possible de ce qui peut se passer semaine par semaine, mois par mois pour la période de novembre à fin mars. L'enjeu, c'est quoi? Si on n'a pas assez anticipé, s'il y a trop de consommation, qu'est-ce qui pourrait, on parle au conditionnel, se passer? Alors l'idée justement, c'est qu'il y a toujours les moyens de production en face de la consommation. Alors les moyens de production, ils sont effectivement disséminés sur l'ensemble du territoire français. On s'appuie aussi sur les interconnexions et pour mutualiser des moyens de production avec nos voisins européens. L'autre difficulté, c'est de passer la pointe de consommation du soir. Donc généralement vers 19h, où là, l'usage de l'électricité est à son maximum.
Et donc c'est à ce moment-là que l'on doit vérifier qu'il y ait bien équilibre entre production et consommation. Donc on a un double paramétrage à vérifier, c'est le volume de production bien disponible et le fait que le réseau soit bien adapté pour faire le lien entre producteurs et consommateurs. Est-ce que dans l'est de la France ou en Alsace, est-ce qu'il y a plus de risques qu'ailleurs, puisqu'en général il fait plus froid en hiver, ou alors est-ce qu'on a des moyens de production un peu supérieurs? Quelle est la situation? Aujourd'hui, l'Alsace est bien équipée en moyens de production, que ce soit du thermique ou de l'hydraulique. Donc ce que nous on vérifie, c'est que globalement le contexte, l'environnement géographique soit toujours aussi stable. L'Allemagne a décidé il y a quelque temps de fermer 8 centrales nucléaires dans le sud du pays. Alors est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la France? Les petits risques qu'il pourrait y avoir en Allemagne, c'est que la fermeture des centrales dans le sud de l'Allemagne fasse qu'il y ait besoin de transporter beaucoup d'énergie entre le nord de l'Allemagne et le sud, et qu'il y ait un petit effet embouteillage qui nécessite des adaptations, et ces adaptations pourraient avoir des impacts à la marge sur, je dirais, la tenue de fréquence ou la tenue de tension sur l'Alsace. Et donc à partir de là, il nous faut soit mettre des moyens de production supplémentaires, soit faire en sorte, si on ne peut pas mettre de moyens de production supplémentaires, de limiter la consommation. Très ponctuellement, généralement à la pointe du soir. Alors si on consomme trop, parmi les solutions, qu'est-ce qui peut exister en hiver? Je vous déroule l'ensemble des parades possibles, mais notre objectif c'est de jamais les mettre en œuvre pendant tout l'hiver. Tout d'abord, on a des contrats avec des grands industriels qui peuvent limiter ponctuellement leur production, donc ça va rééquilibrer production-consommation. Deuxième étape, faire un appel à la modération de l'ensemble des citoyens. La modération, c'est un geste simple, éco-citoyen, c'est de dire, si on est en vague de froid très fort, il suffit de différer par exemple l'électroménager, éviter de mettre l'électroménager à 19h, de laisser des lampes allumées quand il n'y en a pas besoin. Ça permet de mieux équilibrer et même d'une façon éco-citoyenne, ça permet d'éviter de démarrer des moyens de pointe qui sont polluants. Donc dans tous les cas, c'est tout bénéfique et on incite à la modération, même quand il n'y a pas de contraintes sur le réseau. Eh bien, vous me faites ma transition puisque vous parlez de chauffage moins polluant ou d'électroménager qui sont un peu plus efficaces. Donc nous sommes en hiver, on a souvent froid. Je vous propose de découvrir une nouvelle façon de chauffer, plus écologique. Cette construction écologique de pointe abrite une entreprise spécialisée dans le chauffage et les énergies renouvelables. Parmi les technologies proposées, ce tuyau, c'est la partie émergée du puits canadien, un système de géothermie qui utilise la chaleur du sol pour préchauffer l'air qui entre dans la maison. Bruno Herzog s'y est d'abord penché pour lui avant de devenir un des seuls concepteurs de la région. L'air va passer par ce conduit, il y aura un premier filtre qui va donc supprimer tout ce qui est déjà poussière ou autre. Ensuite, l'air va descendre dans le sol à une profondeur d'environ 2 mètres de profondeur. Et donc ici, on voit bien qu'il y a 2 conduits pour avoir une performance encore accrue par rapport au rafraîchissement. Et ensuite, l'air, bien sûr, va être récupéré dans la maison et dispatché dans la maison avec la ventilation double flux. Couplé à une ventilation double flux, son rendement est maximal et permet de limiter de façon conséquente le recours au chauffage. En été, c'est tout l'inverse, on l'appelle alors puits provençal. L'air se refroidit en passant dans le sol, apportant une climatisation naturelle à la maison. Tout cela à condition d'avoir une maison bien isolée. Aujourd'hui, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie que je ne perds pas. L'idée, c'est d'avoir vraiment une maison très bien isolée, avec une bonne étanchéité, et c'est à ce moment-là que le puits canadien va devenir intéressant. Une maison qui est une passoire ou qui est pas adaptée du tout, il vaut mieux garder son argent et l'investir au niveau de l'isolation plutôt que d'aller investir dans un élément qui va être, la cerise sur le gâteau. Les systèmes développés par Bruno Herzog sont fabriqués en Alsace et distribués dans toute la France. Pour ce spécialiste du solaire thermique, c'était le complément idéal à son offre. On a commencé notre activité en faisant du solaire thermique. On est venu tout doucement il y a quelques années au puits canadien. Disons, l'idée principale de venir au puits canadien était de pouvoir rafraîchir la maison sans utiliser une grande partie d'électricité, de ne pas utiliser de fluides toxiques pour la planète. Et donc tout naturellement, le puits canadien était une solution qui me semblait la solution la plus écologique. Un bon tuyau pour économiser de l'énergie, mais aussi pour garder un environnement intérieur plus sain.
Pour finir, je vous emmène chez Alter Alsace Énergie. Ça se passe à Lutterbach. Ils ont aussi un bureau à Strasbourg. Ici, on peut prendre toutes sortes de conseils. Comment réduire sa consommation énergétique, comment s'engager dans les énergies renouvelables. Richard Lemoine, bonjour. À compter du 1er mars, vous lancez une opération avec des familles donc, qui sont volontaires. Vous allez les suivre pendant 1 an pour observer leur consommation d'électricité. Quel est l'objectif, quel est l'enjeu de ce projet? Alors l'objectif pour chaque famille et pour les équipes de famille, c'est d'économiser au moins 7% de consommation à la maison. Alors comme vous l'avez dit, c'est l'électricité, mais ça va aussi être le chauffage, ça va aussi être l'eau chaude sanitaire. Comme dit, l'objectif, c'est d'atteindre 7% d'économie d'énergie. Comment? En faisant des petits gestes. En baissant le chauffage, on n'en a pas besoin. En éteignant la lumière, on n'en a pas besoin. Peut-être en mettant quelques petites multiprises, ou en isolant des conduites, des choses qui demandent des petits investissements. Mais on ne demande pas d'installer des panneaux photovoltaïques ou d'isoler la maison. Le but, c'est de travailler uniquement sur le comportement. Puisque d'ici 2012, normalement, on doit baisser de 7% à peu près par an en Alsace nos consommations d'énergie pour arriver à moins 20% de consommation d'énergie en Alsace et moins 20% de gaz à effet de serre. Comment se passe le choix des familles pour cette opération? Elles sont volontaires? Est-ce qu'elles ont des critères à remplir? Comment est-ce que vous allez d'abord étudier leur consommation pour leur donner des conseils adaptés, j'imagine, personnalisés à chacune? Alors déjà pour le choix des familles, on n'a pas forcément de choix, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire, que ce soit une maison individuelle, un collectif, un appartement, une seule personne, même célibataire, ou une famille de 4 personnes, tout le monde peut s'inscrire. Le critère, c'est au moins de faire partir d'un territoire qui lui-même s'est inscrit. Donc par exemple sur cette carte, on voit que le pays Bruges-Mausic-Piémont, le pays de l'Alsace centrale, la ville d'Erstein, la ville de Kaysersberg et la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn. Donc si une des familles fait partie de ce territoire, il peut nous appeler, il peut s'inscrire et ensuite il reçoit une fiche d'identité énergétique. Et cette fiche d'identité énergétique à répondre va nous permettre ensuite de connaître comment la famille consomme. Donc si la maison est déjà isolée, si le système de chauffage, gaz, électricité, et après elle reçoit un mode opératoire en fonction de son énergie, de comment elle va économiser, quoi. Donc on va arriver sur quelque chose comme 60 familles au total. On peut monter plus haut, on peut aller jusqu'à 200 familles. Alors là on est en hiver, bon il fait un peu moins froid que d'habitude, mais en général on consomme quand même plus. Qu'est-ce qu'on peut donner comme petits conseils pour les gens qui nous regardent? Voilà, deux, trois petits trucs assez faciles à faire chez soi qui permettraient de réduire déjà un petit peu sa facture. Voilà, dans le concours, on va beaucoup travailler sur le gaspillage. Donc, les conseils qu'on peut donner, c'est baisser le chauffage dans les chambres, par exemple, quand on n'y est pas durant la journée. Plutôt que de tourner à 19, on peut tourner à 16 degrés. Ou alors, tous les nouveaux appareils qu'on peut rencontrer maintenant dans les maisons, tout ce qui va être les box internet, ou alors les choses sans fil, les choses l'éveil, mettre des multiprises dessus avec interrupteur. Comme ça, on peut les éteindre aussi quand on n'est pas là. On n'a pas forcément besoin d'internet ou du téléphone alors qu'on n'est pas à la maison. Si on éteint toutes les veilles en France, on peut supprimer une tranche de centrale nucléaire, par exemple. Ça peut donner une idée, quoi. Et bien, si vous souhaitez vous aussi des conseils sur comment réduire votre facture, si vous souhaitez faire partie de ce projet des défis des familles, les contacts s'affichent sur le bas de l'écran. Cette émission est finie, vous la retrouverez comme toutes les autres sur notre site internet alsace20.tv. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!